Bien, nous avons le quorum, donc je vous propose de démarrer pour ne pas perdre davantage de temps. Je vais vous faire lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Alors, Hélène Maggiori donne pouvoir à Isabelle Bolger, Monica Montaureau donne pouvoir à Thibaut Flynn, Frédéric Valtou m'a donné pouvoir mais il devrait nous rejoindre, Virginie Larue a donné pouvoir à Gwenaëlle Claire, Adélaïde Sassine a donné pouvoir à Francine Bollet qui n'est pas encore là, Dominique Le Cerf a donné pouvoir à Cédric Thomas, c'est bien ça ? Hélène Dupuis a donné pouvoir à Nadia Imo, c'est bien ça aussi, et Audrey Tamborini à Patrick Julien, c'est bien ça, parfait. On va pouvoir désigner un élu pour le secrétariat de séance. Est-ce que Gérald Rontex est d'accord ? Il est d'accord, c'est parfait. Merci. Vous avez pris connaissance des décisions prises selon l'article 21-22-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Thomas. Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, au-delà des éléments que j'avais demandés par écrit, je voulais quand même revenir sur une des décisions qui concerne un MAPA relatif à la Chambre régionale des comptes. Visiblement, c'est un contrôle qui est en cours depuis mai 2023, sur lequel on a, enfin, ce que vous m'avez répondu par écrit, hein, je ne vous piège pas, et sur lequel on n'a jamais eu l'occasion d'être même informé qu'il y avait un contrôle, ce que je trouve à la fois surprenant et puis même dérangeant, parce qu'on reste quand même le conseil municipal, donc même si c'est vous en tant qu'exécutif qui avez le lien et les relations avec la Chambre régionale des comptes, ça m'aurait paru de bonne loi que de faire un point d'information au conseil municipal. Et je comprends également qu'on est assez loin dans la procédure puisqu'il y a eu le rapport d'observation définitive et auquel vous apportez une réponse. Là encore, je ne vous piège pas puisque vous m'avez répondu par écrit. Et que du coup, on aura l'occasion d'en discuter prochainement. Mais en termes de méthode, moi, je suis clairement pas satisfait de ne pas avoir eu ne serait-ce que l'information qu'il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes et qu'on en parlera en temps voulu. Là, je le découvre par une décision de nomination d'un cabinet d'avocats. Voilà. Il y a d'autres méthodes de faire et je trouve que dans l'optique de plus collaborer, ça aurait été, encore une fois, bien et pertinent d'en parler lors d'une commission, lors d'une réunion dédiée, ce que vous voulez, mais pas du tout en parler, je trouve que c'est dommage. Eh bien, je l'ai fait en information d'un conseil municipal, en point d'information, en préambule. J'ai informé l'Assemblée qu'il y avait un contrôle ouvert et j'ai même spécifié qu'il s'agissait d'un contrôle également à la communauté d'agglomération, également à l'hôpital, en fait. C'est un contrôle, vous savez, les contrôles réguliers, et c'est normal. Tous les 5 ans, il y a des minimums, il y a des contrôles qui se font dans les collectivités, et j'avais bien précisé que c'était un contrôle qui se faisait en même temps dans les 2 autres institutions, et ce qui laissait présager effectivement des réflexions croisées dans les analyses. Ça, c'est pour le « je ne vous ai pas informé ». Donc, il y a eu une information du conseil municipal, même si ça n'est pas, on va dire, strictement obligatoire, vous l'avez rappelé vous-même. Ce qui est obligatoire, c'est de rendre public le rapport définitif quand il est définitif. Et en l'occurrence, il va bientôt l'être, ce rapport définitif, puisqu'en fait, il y a eu les observations définitives qui nous ont été envoyées, et on y fait un dernier commentaire. C'est la procédure qui est totalement respectée, et dès que tout ceci sera publié, le conseil municipal aura évidemment accès, parce que c'est la loi, à l'ensemble des observations, et nous aurons même l'occasion d'en discuter autour de cette table, sans doute au conseil municipal de septembre. Il y a 2, je rappelle pour mémoire, qu'il y a 2 contrôles qui sont ouverts. Le premier sur les DSP, délégations de services publics, même chose à l'agglomération sur les délégations de services publics, et puis un contrôle dit organique, c'est-à-dire le fonctionnement de la collectivité, contrôle des plus classiques. Et sur ce second contrôle, nous n'avons pas encore eu les observations provisoires, donc nous ne pouvons, là encore, pas engager de discussion sur le sujet, et ce ne sera sans doute pas le cas pour septembre, à moins que la Cour, en tout cas que la Chambre régionale accélère dans la transmission de ces informations. Voilà ce que je pouvais vous apporter. Et puis être accompagné d'un cabinet d'avocats, oui, parce qu'il y a des réponses qui sont très techniques et très juridiques, et notamment sur les sujets liés au contentieux, donc vous vous doutez bien qu'il faut être précis sur ce qu'on raconte
à la Chambre pour ne pas avoir d'incompréhension. Et on aura l'occasion d'en débattre lorsque le rapport sera présenté au conseil municipal. C'était quel conseil municipal, vous vous souvenez? Parce que Je n'ai pas en tête, mais on va vérifier pour vous donner la date de ce conseil. C'était en point d'information, comme j'en fais régulièrement. D'autres questions? Monsieur Raymond. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. J'ai vu dans les décisions effectivement qu'il y avait de nouveau de nombreuses contractualisations entre la ville et le monde associatif, et ce qui prouve le dynamisme du monde associatif de la ville, et c'est une bonne chose. Et c'est très bien que la ville accompagne les associations avec la mise à disposition de salles et de matériel. L'année dernière, on avait vu qu'il y avait eu besoin de rajouter une somme assez conséquente au budget du théâtre pour pouvoir payer les surcoûts qui avaient entraîné ces mises à disposition. Je voulais savoir si cette année, il était envisageable de connaître le prix de ces mises à disposition, aussi bien pour nous, pour une connaissance du coût des équipements municipaux, que pour le transmettre aux associations, comme on l'avait évoqué pour les différentes factures de fluides et de mise à disposition des gymnases. Je pense que ça serait intéressant que tout le monde sache le coût des choses. C'est un peu comme à la pharmacie, le coût zéro n'a jamais été une bonne chose. C'est toujours bien de savoir ce que ça représente. Voilà, donc si ça peut être fait, ça sera très bien. Merci pour cette remarque, Monsieur Raymond. Alors, il se trouve que lorsqu'on attribue des subventions aux associations, il a été désormais acté que dans le courrier qui explique le montant accordé par le conseil municipal, on réévoque aussi l'ensemble des mises à disposition, l'ensemble des services, l'ensemble des actions qui sont données, ou en tout cas mises à disposition des associations. Mais je prends bonne note de cette demande, et effectivement, ce serait peut-être intéressant qu'autour de la table, on ait connaissance de l'ensemble de ces mises à disposition. Ça vient encourager le développement associatif local, évidemment. Il a toujours été ici, autour de cette table de politique, de vouloir permettre l'accès à ce beau théâtre que nous avons pour les associations, pour les écoles, pour les collèges et lycées, parce que c'est quand même un endroit où on aime se produire et puis on garde des souvenirs quand on est plus âgé de ce que l'on a fait au niveau du théâtre. Mais c'est intéressant effectivement d'en faire un tableau récapitulatif, donc on le fera et on le partagera en commission. Ça sera le moyen d'avoir une transparence sur ce sujet, au-delà de la décision qui vous est proposée. Bien sûr. Si vous permettez, j'ai une autre question, Monsieur le maire. Juste un complément. Pardon. J'allais ajouter un élément aussi. Il y a un travail en cours assez soutenu justement sur les mises à disposition au profit et au bénéfice des associations et qui doit aussi nous permettre de parfois mieux réorienter les demandes des associations sur les lieux, parce que vous avez évoqué le théâtre qui est évidemment pas le seul lieu possible sur Fontainebleau, et c'est très important justement qu'on arrive à rationaliser un petit peu l'usage des différents lieux, justement dans un souci de ne pas ajouter une charge supplémentaire exclusivement sur les épaules du théâtre, mais de répartir le plus utilement possible en termes des besoins des associations, de la jauge de la salle, des contraintes horaires, de sécurité, etc. Et ça, c'est vraiment un travail auquel on est en train de s'attacher et que j'espère, comme vous, qu'on arrivera à chiffrer rapidement. Monsieur Raymond. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait un nouvel avenant pour une somme assez conséquente, d'environ 100 000 € qui concerne le dossier d'accessibilité de l'hôtel de ville dans les décisions qui sont là. Et je voulais savoir si on pouvait connaître si on en avait fini et si on pouvait connaître le coût global de ces travaux. Effectivement, c'est l'avenant qui a été nécessaire pour terminer l'ensemble des travaux. Le coût total de l'opération, je vais vous le donner dès qu'on aura pu me le souffler dans l'oreillette. C'était Je vous le donne dans quelques instants. Ce qui me permet de répondre. Oui. Oui, je vous fais la réponse que vous m'avez écrite, dans laquelle j'avais posé cette même question, et la réponse que vous aviez donnée, du coup, c'est 980 000 TTC. Eh bien voilà, donc on se répond mutuellement autour de la table, donc c'est parfait. Conseil municipal du 3 juillet 2023, l'information sur la CRC. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions? Très bien, on va pouvoir passer au premier point à approuver, c'est le procès-verbal du 13 mai. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Pas de questions. On va pouvoir le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien écoutez, je vous remercie. Point suivant,
un accord cadre monoattributaire pour les prestations concernant les surveillances. Nous avons lancé un marché pour les prestations de surveillance, gardiennage et contrôle d'accès. Vous avez l'habitude maintenant pour l'ensemble des événements et tout ce qui est organisé par la ville. 3 lots, un lot de sécurité, de gardiennage et de surveillance, un lot de prestations d'accueil événementiel de régulation de flux et un lot de prestations de sécurité incendie. Comme à l'accoutumée, les valeurs sont analysées selon 2 ordres. L'offre technique, la valeur technique de l'offre pour 60 points et la proposition financière pour 40 points. Et les marchés ont été attribués après analyse des services. C'est la société Le Vigilant Sécurité Privée qui a été sélectionnée pour le lot 1, Le Vigilant Sécurité Privée aussi pour le lot 2, et le groupe A Sécurité pour le lot 3. Ça s'est soumis à votre approbation ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci pour votre vote. Point suivant, je passe la parole à Laurent Roussel. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un accord sur un appel d'offres pour le transport de personnes passées en groupement de commande dans le cadre de la convention GAS 77. La ville est coordinateur pour le compte d'un certain nombre de communes pour avoir une mutualisation dans ces appels d'offres. Donc, je ne citerai pas les communes, il y en a 6. Donc, en fait, c'est la société Les Carmoraux qui ont été retenus. Donc, pour une durée de 4 ans, résiliable annuellement, pour un montant minimum de 30 000 € hors taxe et un maximum annuel de 122 000 hors taxe. Et c'est la commission d'appel d'offres qui s'était réunie en mars. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Des contre? Des abstentions? Merci. Point suivant, c'est le marché relatif à la maîtrise d'œuvre pour la rénovation du groupe scolaire Lagorce. Et on vous propose un premier avenant suite à la découverte, lors de certaines missions de repérage, de matériaux contenant de l'amiante. Donc il s'agit de l'intégrer désormais dans le dossier technique, puisque évidemment il y a des process et des procédures différentes. Et le présent avenant numéro 1 a donc pour objet le prolongement de l'étude amiante-plomb suite à ces découvertes. Le coût de la prestation, c'est 26 400 € hors taxe. Donc il vous est demandé d'approuver cet avenant numéro 1 pour le marché sur l'extension du groupe scolaire Lagorce. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Raymond. Je voulais juste, merci de me donner la parole, vous demander une précision. S'il y a de l'amiante et du plomb dans cette école, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour la vie au quotidien d'ici les travaux? Et est-ce qu'on a une idée, ou est-ce que ça sera le rôle de ce cabinet d'estimer l'impact sur le coût global du chantier, au final? Alors sur ce sujet, il s'avère que ce sont de l'amiante qui est contenue dans des cols qui sont aujourd'hui stabilisés sous les revêtements de sol. Donc il n'y a pas matière qui se disperse, il n'y a pas de danger pour les occupants, qu'il s'agisse des enfants ou évidemment du personnel de l'éducation nationale. Mais dans le cadre des travaux, forcément que ces parties vont être touchées. Donc il s'agit d'avoir des précautions, d'identifier les précautions à prendre pour pouvoir traiter les parties avec le maximum de sécurité. Il n'y a pas de matière volatile au niveau de l'établissement. Mais donc toutes les précautions à prendre lorsqu'on en viendra à détruire ou à changer les matériaux. C'est pour ça qu'on fait cette étude et c'est pour ça que l'idée c'est d'avoir un maximum de précautions prises lors de la démolition, ou en tout cas des travaux. Monsieur Thomas. Oui, question corollaire et puis sur la deuxième partie de l'avenant. C'est quand même assez classique effectivement d'avoir des dalles d'amiante dans des bâtiments anciens. Pour tous ceux qui ont fait des travaux dans des maisons ou des logements anciens, c'est assez classique. Du coup, ma question c'est tellement classique, comment ça a été loupé au moment du diagnostic? Non, c'est pas que ça a été loupé, c'est que, étant donné que dans le diagnostic, justement, il a été découvert ces matières potentiellement avec de l'amiante, qu'il s'agit de prendre d'ores et déjà en amont, d'avoir précisément ce qui se passe pour que les cahiers des charges et toutes les consultations d'entreprise soient faites avec les règles de sécurité nécessaires. Il n'y a pas vraiment de difficulté, de faute ou de manque d'anticipation. On en est justement au bon moment du chantier. Oui, le contrat il avait été signé, mais la question corollaire, c'est aussi sur la mission acoustique qui est supprimée. J'ai pas compris votre réponse que vous m'avez écrit, je vous lis.
que la mission acoustique est bien présente tout au long des études. Cette mission complémentaire de mesure acoustique à ce stade du projet n'apparaît plus pertinente. Celle-ci est facultative car le bureau de contrôle a déjà la mission de vérification acoustique. Du coup, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mission particulière sur l'acoustique dans l'école. Je ne vois pas où est la difficulté. L'ensemble de cette... Qui l'a fait et pourquoi on l'avait C'est prévu? dans le cadre du marché avec les architectes où l'ensemble des sujets acoustiques ont été pris en considération. Et plus par la maîtrise d'œuvre? Si. Mais c'est déjà pris en considération. Il n'y a pas besoin de mission complémentaire. Donc on avait prévu une mission complémentaire qu'on annule parce Voilà. que... Parce que c'est déjà pris en considération. Mais on n'avait pas prévu une mission amiante qu'on rajoute. Du coup. Je ne vois pas encore une fois où est la difficulté, Monsieur Thomas. Donc, explicitez votre remarque. Il a été découvert des matières potentiellement contenant de l'amiante. On rajoute une mission complémentaire pour bien analyser quelles sont les précautions à prendre dans le cadre du chantier. Somme toute, tout à fait normal, 26 400 €. Et concernant l'acoustique, tout ça a été pris en compte par les architectes ab initio dans la construction et les matériaux qui seront sélectionnés dans cette école. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter une étude complémentaire. Voilà, l'avis d'un projet à 12 millions d'euros. Justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci pour votre vote. Il y a encore un appel d'offres qui concerne le Citystad des Lilas, que nous avons eu le plaisir d'inaugurer samedi dernier. Et il y avait un complément d'intervention sur des revêtements de sol, sur des jeux pour enfants. Il vous est proposé d'accepter cet avenant pour la prolongation du délai d'exécution du marché suite à un retard de la pose du sol souple lié aux intempéries. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Des contre, des abstentions. Merci. Puis je vous invite évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir cet équipement, de vous y rendre. Il y a un équipement de proximité qui a été livré qui, je pense, satisfera l'ensemble des usagers, petits et grands, et également riverains. Je viens d'y passer, il y avait au bas mot 50 personnes, que des familles avec des enfants ce soir. Eh ben, on peut se féliciter que cet équipement ait déjà trouvé son public. Et bien sûr, charge à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut doter d'autres quartiers de ce type d'équipement qui rendent bien des services. Voilà, on a passé le vote sur cet avenant. Un autre avenant sur l'aire de jeu également, dans le cadre de toujours cet aménagement du Citystad des Lilas. Vous avez la délibération, le projet de délibération sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions? C'était le remplacement d'un agrès qui était remplacé. On a mis, ça s'appelle la forêt des Ouistiti, qui a été intégrée dans le parcours, dans les jeux. Non, c'est plutôt ça a été changé pour un parcours d'agrès d'agilité. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Raymond. Oui, juste le plaisir de voir que dans la délibération, on note le montant de l'avenant et le montant total, ce qui est une bonne chose. Ça permet de s'y retrouver, d'éviter des questions qui viennent complémentaires. Voilà, c'est tout. Nous prenons bonne note de mettre le coût par opération à chaque fois lorsqu'il est nécessaire. Donc la forêt des Ouistiti a été remplacée par Crapahut Nature, si vous voulez tout savoir. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Des contre? Des abstentions? Merci pour votre vote. Je passe la parole à Laurent Roussel pour le marché relatif à l'exploitation des installations thermiques. Donc le marché d'exploitation des installations thermiques est un marché qui a été passé en février 2019 pour une durée de 8 ans, donc à la société Engie Cofeli pour un montant de 3 798 454 et qui se décompose en 3 postes, le poste P1 qui est la fourniture d'énergie, le poste P2 qui est l'entretien et le poste P3 qui est des réparations importantes, c'est-à-dire essentiellement les changements de chaudière. Donc il y a eu déjà plusieurs avenants qui concernent, alors c'est un peu technique, donc le premier permettait de sortir les gymnases Chaput et Martinelle ainsi que Saint-Méry-Saint-Honoré qui avait vocation à passer dans la DSP biomasse. Et donc ça c'était en 2019. Et le deuxième avenant était la sortie du prix B1 qui était un prix réglementé plutôt, et qui passait en PEG qui était un prix révisable ou variable on peut dire,
avec aussi une intégration du 164 rue Grande et l'école de dessin au titre du P2, qui n'y était pas avant. L'avenant numéro 3 est un peu technique. Nous avons décidé avec Engie, sur les conseils d'Engie d'ailleurs, de profiter de la baisse du prix du gaz qui s'est avérée importante depuis la crise de l'énergie, puisqu'on est revenu quasiment à des prix normaux, donc de passer à taux fixe, enfin d'avoir un prix fixe pour 36 mois. Donc on passe à un prix dit P1, prix fixe, donc ce qui fait ressortir un prix d'énergie. C'est Engie qui lance des appels d'offres. Ce n'est pas Engie qui fournit l'énergie, c'est Engie qui entretient les installations thermiques. Donc elle passe des appels d'offres auprès des mieux offrants du moment. Et donc le prix actuellement est de 77,60 pour 3 ans. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point de cet avenant, encore plus technique, c'est l'intégration des révisions de la taxe intérieure sur consommation de prix du gaz et de la taxe variable de distribution. Donc, je vous passerai le détail, on a des formules un peu complexes, mais on intègre des taxes qui sont créées par l'État et que nous devons intégrer progressivement dans tous les contrats. Puisque de toute manière, c'est de fait. Donc, on profite de cet avenant pour corriger ce qui doit être corrigé. Et la troisième modification, c'est l'intégration également des certificats d'économie d'énergie dont nous ne bénéficions pas, puisque chaque fois qu'on consomme du gaz, on paye des taxes qui permettent, qui permettent à l'État de payer finalement quand les différents acteurs font des économies d'énergie, reçoivent des subventions. Et donc, c'est tous les utilisateurs du gaz dont nous faisons partie pour ça. Donc, on l'intègre dans le calcul. Donc, je vous passe le détail des formules qui sont extrêmement complexes. Mais en résumé, voilà les 3 points qui sont intégrés dans cet avenant numéro 3. Merci Laurent. C'était un point qu'on avait repoussé la dernière fois pour manque de précision. J'imagine qu'il y a peut-être des demandes d'intervention ou des questions sur ce sujet. Monsieur Thomas. Oui, merci Monsieur Roussel pour ces explications. Permettez-moi d'avoir un petit doute quand vous dites que nous avons décidé avec Engie. Vous êtes rectifié, vous avez dit Engie nous a proposé, ce qui paraît plus juste parce qu'effectivement, lors du dernier conseil municipal, on a senti un grand flou au moment où la question relativement simple, quel nouveau prix fixe du gaz, a été posée. Il n'y avait pas eu de réponse à cette question, ni par écrit, ni lors du conseil, puisque le point a été sagement retiré par Monsieur le maire. Donc ce point revient à l'ordre du jour, pas modifié d'ailleurs, l'avenant du tout. C'est le même que la dernière fois. Simplement, on y précise enfin quel est le prix fixe donc de la prestation P1 qui correspond au volet fourniture. Donc c'est aussi un contrat de fourniture parce que c'est l'exploitation des installations thermiques. Donc c'est à la fois la fourniture et l'entretien de ces installations. Et ce prix fixe qui nous est proposé en euros du mégawattheure, qui est l'unité de compte, est de 77 euros et 60 centimes par mégawattheure. Jusqu'à présent, la collectivité avait une stratégie dont on a parlé ensemble, de ne pas se couvrir, c'est-à-dire effectivement d'avoir un contrat qui était plus un contrat variable, qui a plutôt porté succès par le passé à la collectivité. Ça a permis pendant des années de bénéficier de prix très bas. Et puis, les 2 dernières années, il y a eu une flambée des cours du gaz qui a affecté à peu près tout le monde, y compris nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose de passer à un prix fixe. Là où je ne vous rejoins pas du tout, Monsieur Roussel, c'est quand vous dites qu'on est revenu à des prix normaux sur le prix du gaz. Ce n'est pas le cas. Là, je préfère toujours citer la collectivité dans les réponses qui me sont apportées préalablement au conseil municipal. La composante P1, donc la composante fourniture du gaz en 2020 et en 2021, c'était respectivement 44,36 € et 57,18 €. Là, le tarif fixe qui nous est proposé, c'est 77,60 €. Et si on remontait avant les années 2020, sur les 15 dernières années, c'est pas compliqué, sur les 15 dernières années, le prix moyen du gaz a été supérieur au prix fixe qui vous est proposé aujourd'hui que lors de 2 années seulement, 2022 et 2023. Dit autrement, sur les 15 dernières années, il y a 13 ans, où le prix du gaz était inférieur au montant du prix fixe proposé ce soir.
Donc je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de se couvrir avec un prix fixe, ce pour une durée de 3 ans. Ça ne me paraît pas être le moment le plus opportun pour avoir un prix fixe le meilleur sur le gaz. Soit fallait le faire avant 2020, soit il faut encore attendre un peu qu'on revienne effectivement à des prix normaux. Je vous laisse consulter, c'est relativement simple. Hein. Vous tapez prix PEG gaz sur Internet et vous le trouvez. Hein. Ouais, bah pas de problème. Depuis 2010, il n'y a que 2022-2023. Oui, enfin, je souhaitais qu'on l'affiche, mais on ne l'a pas fait, mais c'est un peu dommage. Mais effectivement, j'ai les prix. Vous pensez bien que c'est un sujet qu'on suit régulièrement. Donc, même si pour vous, ça semble bizarre qu'on suive les prix, mais je vous assure qu'on le fait. Donc, effectivement, on est au niveau de contrairement à ce que vous dites, on est au niveau de 2014. 2012, 2014, c'était les mêmes prix qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on était entre, alors là mon graphique est assez petit, mais on était à 28 par là au prix du mégawattheure. Aujourd'hui, on a de nouveau, on est descendu à peu près à ce prix-là, on a réaugmenté. Il y a eu des périodes effectivement qui étaient un tout petit peu plus creuses, comme en 2020 où on était effectivement très 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 bas. Ça, c'est certain. Mais quand je parlais de 30 ou voilà, on est monté à plus de 160. Donc c'est toujours pareil, on peut toujours dire ce qu'on veut. On est quand même monté à 160. Je ne rappellerai pas que certains souhaitaient qu'on se couvre à ce moment-là, mais nous, on ne s'est pas couvert. En tous les cas, d'autres collectivités l'ont fait. Nous, on est redescendu à peu près au prix de 2013-2014. Donc, c'est déjà pas si mal. Et compte tenu de toutes les difficultés qu'on a sur les différents marchés, les incertitudes sur le plan économique, que ce soit international, dû aux conséquences internationales avec les guerres qui ont lieu en Europe ou les élections aux États-Unis. Je ne parle pas de la crise en France avec les risques qu'on a si certains sont élus dans quelques jours. Nous, on préfère être prudent et se couvrir pour une durée de 3 ans me paraît être une décision sage, sachant que quand vous parlez des prix, vous oubliez de préciser qu'il y a des taxes qui ont augmenté, qu'elles représentent une part plus que significative du coût global, de l'ordre au moins de 50-60%. Donc effectivement, on ne peut pas comparer non plus le prix de la molécule et le prix de revient du marché. Donc sachant que sur la période, on a une forte augmentation sur 4 ans, on a une forte augmentation des taxes là-dessus. Alors encore, certains promettent des baisses de taxes, mais ça, on verra plus tard. Merci Laurent pour cette explication détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Pas de demande de prise de parole. On va passer au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a des contre? 1, 2, 4, 5 contre. Abstention? Merci. Pardon? Ah oui, pardon. De l'autre côté, pardon. Il y a le pouvoir, donc 2, 4, 6. 6 contre, pas d'abstention. Point suivant, nous prenons l'habitude, on va dire, au niveau du conseil municipal, de faire acter l'ensemble de cette instance lorsque des délégataires de service ne nous remettent pas les éléments concernant leur rapport d'activité dans les temps utiles, en tout cas légaux, qui nous permettent d'ailleurs d'avoir un débat ou des échanges ici au sein de ce conseil municipal sur les fameux CRAC. Nous avons donc décidé de constater au niveau du conseil municipal l'absence des éléments techniques et c'est l'objet de cette délibération. Alors, par rapport à la commission, lors de la commission, 2 délégataires n'avaient pas transmis les éléments. Il s'agit des fils de Madame Géraud pour l'exploitation et la gestion du marché forain Saint-Louis, et puis Engie Cofeli pour le service public relatif à la conception, réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur, dont on vient également de parler. Entre-temps, Engie Cofeli a renvoyé l'ensemble des éléments utiles à l'analyse de son travail, du fameux CRAC, contrairement au fils de Madame Géraud. Donc on vous a remis sur table une délibération modifiée pour ne prendre en considération que la carence concernant les fils de Madame Géraud. Voilà, c'est un peu de procédure, mais ça s'appelle suivre ces DSP. Et d'ailleurs, c'est dans la droite ligne de ce que recherchent les chambres régionales des comptes lorsqu'elles viennent faire des suivis dans les collectivités. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Thomas.
Oui, c'est une bonne chose que d'avoir ce genre de délibération. Dès lors qu'on modifie la délibération, pourquoi vous n'en avez pas profité pour annexer le CRAC en question? Là, on constate la carence des fils de Madame Géraud et en l'occurrence, il n'y a pas de crack. Bah pour NJ Cofeli. Oui, mais là, il s'agissait de constater la carence. Donc, le temps que les services analysent le crack et nous permettent d'avoir un débat en conseil municipal ou en commission, il faut que les services instruisent un petit peu, mais les éléments ayant été remis en temps et en heure, qui permettent aux services de travailler maintenant la réponse, ce qui n'est pas le cas pour la délégation du marché forain. D'autres questions? Et pourquoi Enfin, c'est plutôt des partenaires, je parle sous le contrôle de Carole, si, je ne sais pas si elle est là, mais c'est plutôt des... Ah oui, pardon, je te regardais là-bas. Ils sont plutôt collaboratifs, les fils de Madame Géraud. Enfin, c'est pas des acteurs avec qui la ville a des problèmes. C'est juste qu'ils sont pas... C'est pas des problèmes, c'est que nous suivons les règles qui s'imposent à nous aussi avec ces DSP. Il n'y a pas de difficulté, on constate qu'ils n'ont pas envoyé les différents rapports. S'ils le font demain, tout va bien. Sinon, on appliquera les pénalités comme c'est prévu dans les textes. Hein. C'est pas plus, pas moins. Carole. Ils sont juste un peu en retard. Voilà, ils sont juste un peu en retard. Mais c'est au contraire, pour garder de bons amis, il faut que les règles soient claires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre cette délibération? Des abstentions? Merci. Je donne la parole à Francine Bollet pour nous parler des statuts de la SEM du Pays de Fontainebleau. Bonsoir à tous, merci. Donc il s'agit en effet de vous présenter les statuts modifiés de la SEM, dont je rappelle qu'elle avait été constituée en 1962 pour les besoins de construction de la butte Monceau. Et donc depuis les choses ont bien évolué pour la SEM, tant dans son domaine d'intervention que même dans la composition dans la liste des actionnaires, et donc il était venu le temps d'une modification complète des statuts. Donc c'est ce qui vous est soumis aujourd'hui. Je dirais que les points principaux tiennent. Alors elle avait été constituée à l'origine pour 99 ans, donc comme ils sont modifiés à la date d'aujourd'hui, la date qui figure correspond à 2000, il reste 38 ans et quelques, enfin bon, donc la date a été ajustée. Également, la SEM a modifié un peu son objet en sens que, originairement, comme je l'ai dit, créée pour assurer du logement social, elle a retiré, je dirais, ce champ d'intervention de son objet. Également, un point important, c'est que le président de la SEM est normalement soumis à une limite d'âge, et le président actuel atteindra cette limite d'âge dans les jours qui viennent, et il a été décidé de reporter cet âge pour lui permettre de finir son mandat électoral, donc en 2000 municipal, en 2026, voilà, puisque de toute façon son mandat sera remis sur la table à ce moment-là. Et puis des modifications techniques tenant au mode de consultation des assemblées générales, etc. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver ces modifications et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci. Demande de prise de parole sur ce sujet? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Je donne la parole à Isabelle Bolger pour nous parler de Fontainebleau-Savoir. Merci, Monsieur le maire. Un petit élément de contexte pour rappeler pourquoi est-ce que nous sommes sollicités aujourd'hui pour approuver cette convention. Dans notre projet de mandat, nous avions vraiment le souhait de développer, en parallèle au développement du campus d'Amen, ouvrir ce campus et donner la possibilité à l'ensemble des Bellifontins de bénéficier de ces nouveaux savoirs qui viennent s'installer et viendront progressivement encore s'installer sur le territoire.
En l'absence donc d'un campus encore et donc notamment d'un lieu réel où pourraient avoir lieu des conférences et se tenir et être vraiment un pôle fédérateur finalement de toute cette activité culturelle d'une université du savoir, nous démarrons par petites étapes et avec nos moyens pour ouvrir et promouvoir une université ouverte. Alors, la ville de Fontainebleau a déjà ouvert une page internet sur les conférences qui ont lieu sur le territoire pour leur donner une visibilité tout à fait spécifique, et nous souhaitons aller un peu plus loin afin de coordonner et de mieux promouvoir les différentes conférences qui sont proposées à la ville et afin de pouvoir en fait les diffuser mieux et finalement les fédérer, et puis aussi garantir pour les conférences qui seront labellisées Fontainebleau Savoir un certain nombre de points et de valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc cette convention qui sera en fait aujourd'hui, qui sera proposée à toute personne ou toute association qui vient, comme elle le fait déjà, proposer à la ville de faire une conférence à Fontainebleau. Eh bien, voilà, on demandera la signature d'une convention qui engage les deux parties à la fois au respect de modes de fonctionnement et de valeurs évidemment dans le déroulé de la conférence, et puis aussi qui engage la ville de Fontainebleau à organiser un petit peu la promotion de ces conventions. Voilà. Ça, c'est un petit résumé. Je ne sais pas si vous avez lu la convention, qu'il y a des questions en fait sur ce fonctionnement, sur le fonctionnement de cette labellisation de nos conférences. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Thomas. Oui, j'ai lu la convention. Il y a marqué qu'il y a un comité de sélection qui se réunit sur une base trimestrielle. En revanche, il n'est pas du tout précisé, mais je pense que ce n'était pas l'objet de la charte. Qui est ce comité de sélection et voilà, alors qui se réunit du coup? Alors l'objectif, c'est un comité, comme on dit, de personnes que nous évaluons comme compétentes pour pouvoir juger de la labellisation des conférences, c'est-à-dire aussi et qu'elles respectent justement la charte. Donc il s'agira de réunir un comité avec des sachants et des gens dans différents domaines, mais c'est aussi intimement lié finalement aux axes qu'on souhaite donner, parce qu'un des objectifs est aussi peut-être, puisqu'on ne peut pas, et ça a été évoqué en pointillé finalement aussi par M. Raymond tout à l'heure, on ne peut pas toujours donner la satisfaction à tout le monde et donner des salles, étant donné aussi la gestion de nos espaces à Fontainebleau. Il y aura aussi peut-être l'organisation de programmes, de thématiques qui nous feront choisir un certain type de conférence, peut-être une année ou une autre, pour donner à la fois de la complémentarité, mais aussi un sens finalement à cette labellisation. Donc le comité devra aussi être assez largement choisi, en fait, avec des membres largement choisis pour pouvoir évaluer dans le domaine à la fois scientifique, culturel, voilà. Et évidemment, il y aura des élus à l'intérieur du comité aussi pour garantir en fait le lien avec les engagements de la ville. Mais en effet, ce n'est pas l'objet de la convention d'organiser les nominations dans ce comité. On n'est pas dans le cadre, on n'a pas voulu d'ailleurs rentrer dans le cadre des différents comités consultatifs, parce que on est vraiment dans un sujet qui s'apprécie aussi avec, on va dire, des personnalités bellifontaines, des profs, des universitaires, pourquoi pas des membres du conseil municipal, pour essayer justement de garder cette ligne de conduite sur les événements à labelliser dans l'attente de l'Université du temps libre, qui, comme l'a rappelé Isabelle Bolgère, ne peut pas prendre corps tant qu'au niveau de l'UPEC, il n'y a pas l'étage 2 de la fusée d'enseignement qui est lancée, à savoir la fameuse rénovation pour avoir un amphithéâtre capable d'accueillir des événements extérieurs. Donc, dans l'attente de cette capacité à travailler avec l'UPEC sur une université du temps libre, eh bien, on s'est dit qu'il fallait néanmoins labelliser, comme l'a très bien dit Isabelle, en fonction de nos choix, les valeurs que l'on veut défendre, en tout cas, donner une ligne éditoriale aux événements que nous soutenons. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre cette labellisation, cette charte? Pas de contre. Des abstentions? Pas d'abstention. Merci
Isabelle, je te laisse la parole sur la traditionnelle délibération sur les postes. Un petit jeu annuel sur les modifications de postes, principalement dans le secteur périscolaire, conservatoire et la médiathèque. Bien évidemment, il s'agit de modifier ces postes pour les rendre disponibles à l'ensemble des grades indiqués. Bien évidemment, ce qui concerne le conservatoire, ce sont des adaptations, et d'ailleurs pour les agents périscolaires aussi, et nous le verrons aussi avec le point suivant, il s'agit évidemment d'ajuster les temps de travail en fonction des besoins qui sont à ce stade de l'année estimés pour la rentrée prochaine, afin qu'on puisse recruter le nombre d'agents nécessaires en fonction des inscrits. Voilà. Et bien évidemment, en ce qui concerne le poste de directeur du conservatoire, qui n'est pas une création, mais un poste existant pour lequel un recrutement est en cours, il s'agit évidemment d'avoir ouvert à l'ensemble des grades disponibles pour pouvoir avoir le maximum de chances et de répondre finalement aux candidats qui se présentent. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Des contre? Des abstentions? Merci. Laurent Roussel à nouveau pour nous parler du bail amphithéotique entre la ville et l'association diocésaine. Eh mais oui, tout à fait. Il y a la deuxième. Encore un petit point complémentaire, monsieur le maire, excusez-moi, le renouvellement des postes saisonniers des agents d'animation. Donc, de nouveau, dans ce cadre, il s'agit de cadrer les postes d'animation qui sont nécessaires au service jeunesse et au centre de loisirs. C'est évidemment une fourchette large, toujours pour les mêmes raisons, pour pouvoir répondre à la demande, mais qui, après vérification à ce stade, est tout à fait comparable en nombre à l'année dernière. Donc on devrait être à la fin sur des nombres d'heures et de postes tout à fait équivalentes. Il n'y a pas de changement majeur dans ce domaine, mais évidemment, il faut pouvoir valider ces embauches saisonnières. C'est bon. Pardon. Ouais. Excuse-moi d'avoir voulu sauter la délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On passe au vote. Des contre? Abstention? Merci. Cette fois-ci, Laurent Roussel, pour nous parler du bail amphithéotique avec l'association diocésaine. Oui, donc un petit rappel, le bâtiment de la mission a été construit à la demande de Louis XIV à partir de 1661, lorsque la paroisse a été créée, la paroisse Saint-Louis a été créée, et donc il a été construit pour loger les prêtres de la mission, et depuis cette date, il est occupé pour le presbytère, à l'exception, depuis la Révolution française, de 40% du bâtiment qui était utilisé au départ par le tribunal, et aujourd'hui qui est partagé à 20% à peu près par l'Office du tourisme et 20% par le tribunal des prud'hommes. Donc ça fait depuis le début des années du 19e siècle qu'il est occupé dans sa configuration actuelle par ces trois entités et notamment par la paroisse, donc représentée par l'association diocésaine de Meaux, puisque l'entité juridique c'est l'association diocésaine de Meaux. Donc depuis ce temps-là, avec des péripéties au cours du 19e et début du 20e siècle, avec l'affaire des inventaires qui avait mis en émoi la France entière et qui s'est calmée depuis 1905, comme partout en France plus ou moins. En tous les cas, la ville de Fontainebleau et la paroisse ont des relations cordiales et apaisées depuis cette période. Et donc, juridiquement, c'est un bail amphithéotique qui permet de lier la ville de Fontainebleau, propriétaire du bâtiment, à l'utilisateur, qui est l'association diocésaine de Meaux. Et le bail amphithéotique leur permet finalement de gérer, comme ils le souhaitent, l'intérieur du bâtiment. Sachant que nous avons en charge essentiellement la toiture et les façades, les huisseries, en restant propriétaire du bâtiment. Tout ce qui est à l'intérieur est du ressort de l'association diocésaine de Meaux. Donc l'échéance était ces jours-ci. Pour le bail. Donc il est proposé de le renouveler avec un loyer qui a été réévalué mais qui reste bas, compte tenu de ce que j'ai dit, puisque c'est eux qui entretiennent l'intérieur du bâtiment depuis l'origine. Et sachant qu'ils ont accepté de financer à hauteur de 90 000 euros pour participer au changement des huisseries, puisque pour certaines, elles sont en très mauvais état. Donc nous pourrons, dès que ce sera possible au niveau du dossier, commencer
progressivement le changement des huisseries. Mais il faut évidemment l'accord de la DRAC et d'architecte des bâtiments de France, puisque c'est un bâtiment qui est inscrit au titre des monuments historiques. Donc ce qui est proposé, c'est un renouvellement avec 10 000 € par an de loyer qui sera revu chaque année en fonction qui sera révisé chaque année, comme il se doit, pour une durée de 30 ans, avec un apport de 90 000 € de l'association diocésaine de Meaux. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Daniel Raymond. Merci, monsieur le maire. Je trouve ça très bien. J'ai entendu que l'entretien de la toiture était à la charge de la collectivité. On sait que cette toiture n'est pas en bon état. Est-ce qu'il y a des devis qui ont été faits et est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? Parce qu'un loyer de 10 000 € par an, j'imagine mal comment on va couvrir la facture. Merci. Alors, comme je l'ai dit, la toiture est à la charge de la ville depuis toujours en tant que propriétaire. Donc, je confirme que la toiture n'est pas en très bon état et qu'effectivement, il y aura besoin de faire des travaux. Donc, on avait fait une étude. Il faut que ça dépasse largement le 1 million d'euros, effectivement, pour la toiture. Voilà. Mais effectivement, c'est un projet. Vu le montant d'investissement, on n'est pas en mesure de le planifier aujourd'hui. Il y a des études de sécurité qui ont été faites qui aujourd'hui ne menacent pas le bâtiment, mais il faudra intervenir sur cette toiture à un moment donné, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Eh bien, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour ce vote. Isabelle Bolger va nous parler de l'OPH, RU et de l'ANA. Merci, monsieur le maire. Donc, je reprends la parole pour vous présenter une convention, encore une convention, dans le cadre évidemment des travaux qui nous lient avec la communauté d'agglomération et d'autres communes dans le cadre des travaux sur le PLUI et le PLH. Il s'agit aujourd'hui donc de soumettre donc cette convention sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain qui va nous lier à l'État par le biais de l'ANA. Voilà. En fait, cette opération entre différentes communes est une offre partenariale qui doit aider à la requalification de l'habitat privé ancien dans un périmètre qui est défini. Donc, il y a la proposition d'aide d'ingénierie et d'aide financière pour que les propriétaires soient incités à réhabiliter leur patrimoine immobilier. Avec évidemment des critères thématiques selon les besoins qui ont été travaillés dans le cadre du PLUI, du PLH, dans les travaux avec les cabinets de conseil qui nous ont aidés. Et bien sûr, dans le pays de Fontainebleau, les thématiques sont la rénovation énergétique, l'habitat indigne et le maintien à domicile lié au grand âge et au handicap. Ce sont deux thèmes très importants. Alors, sur le secteur de Fontainebleau, dans notre communauté d'agglomération, 4 villes aujourd'hui sont vraiment ciblées par ce dispositif. C'est Avon, Bourron-Marlotte, Samois et Fontainebleau. Donc la convention va être signée entre ces 4 villes, la communauté d'agglomération et l'ANA. L'ANA porte vraiment le dispositif, mais les financements viennent donc de l'ANA, bien sûr, donc de l'État, aussi très largement de la communauté d'agglomération. Et je tiens aujourd'hui à souligner l'engagement extrêmement fort de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, qui de façon très exceptionnelle fait un investissement, c'est assez rare, et donc je crois que c'est important de le souligner, qui sera au total, en tout cas dans à peu près 800 000 € d'investissement, ce qui sera porté complètement par la communauté d'agglomération, là où pour l'ANA, c'est un engagement de 10 fois plus, donc de 8 millions. Ce sera à peu près ça les échelles. Dans ce cadre-là, les villes elles-mêmes sont sollicitées pour venir abonder les aides individuelles aux propriétaires qui répondraient finalement présents et qui s'engageraient sur des travaux dont nous avons besoin, dont finalement la collectivité a besoin.
Et l'expérience a montré qu'il y a un effet levier extrêmement fort de la participation des villes qui viennent abonder aux investissements. C'est dans ce cadre-là que nous avons choisi, d'ailleurs, ainsi que les trois autres communes, de participer et de contribuer. Donc pour autant, il s'agit d'un abondement qui viendra évidemment après les financements de l'État et les financements de la communauté d'agglomération. Mais l'objectif est qu'il y ait un reste à charge le plus petit possible ou le plus acceptable pour les habitants qui s'engagent à faire des travaux que nous souhaitons et que la collectivité souhaite. Sur le périmètre dont j'ai parlé, donc de nos villes, il y a à peu près 200 logements qui ont été repérés, puisqu'il y a un travail d'un cabinet qui a fait le repérage de ces logements. Et c'est sur cela, en fait, que nous nous engageons à abonder sur ces dossiers. Mais je le rappelle, il faut au départ, évidemment, tout un travail d'information qui sera porté par l'agglomération, qui prend en charge tout le côté information des habitants, comme on a MaPrimeRénov' et déjà ce dispositif qui est porté par l'agglomération. Il va être largement élargi. Il me semble, si je me souviens bien, c'est à peu près 2 ETP ou 1 ETP et demi qui est prévu pour continuer à déployer un dispositif d'information aux habitants, de les aider à obtenir les aides maximales, d'ailleurs à cibler leurs travaux, à obtenir des aides. Et les dossiers qui auront été validés par l'ANA feront l'objet d'un abondement par la ville. Donc il y a quand même tout un processus avant que nous puissions réellement contribuer. Mais les sommes prévues sur les 5 années, donc l'engagement financier pour Fontainebleau, va être mis au budget à partir de 2025, selon les termes de cette convention. Voilà, donc il nous est aujourd'hui demandé d'approuver cette convention, qui sera ensuite, qui doit d'ailleurs passer au conseil communautaire, il me semble, jeudi, ainsi que les autres communes le font. Et puis, alors je crois, monsieur le maire, qu'il va falloir aussi procéder au vote, un vote pour un représentant titulaire et désigner un titulaire de la ville. Je vous laisse évidemment la parole pour cette étape-là. Merci Isabelle. Il y a bien deux sujets, c'est la convention et puis après désigner le représentant de la collectivité au sein de ce comité de suivi. Alors d'abord, sur le principe, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Thomas. Merci. C'est pour le principe, je vous ai pas interrompu? Est-ce que sur le principe? Non, c'est bon. Oui, j'ai des questions. Moi déjà, une remarque liminaire, mais ça fait écho à une remarque précédente aussi. Ça, c'est un dossier qui, pareil, a déjà été évoqué une fois côté agglomération, jamais côté ville, et qui tombe sur la table du conseil municipal sans avoir même été abordé en commission. Et ça, pareil, en termes de méthode, je trouve ça, regrettable, et deux, en fait, on a un peu l'impression d'être pris pour juste des machines à voter oui ou non, et pas pour des gens qui font un rôle de conseillers municipaux, qui en plus ont été désignés eux aussi par les Bellifontins. La remarque liminaire étant passée, sur le fond de la convention, vous ne l'avez pas précisé, mais l'engagement de la collectivité, il est quand même modeste par rapport à celui des autres partenaires, hein, parce que je lis que pour tout ce qui est du logement décent, c'est entre 3 et 5 000 euros maximum, ou 10% du montant des travaux, mais je pense que c'est le plus haut des deux, le plus petit des deux, pardon, c'est maximum 5 000 euros, maximum 3 000 euros, ou 10% du montant des travaux. Et pour tout ce qui est la rénovation énergétique, c'est 5% plafonné à 2 000 euros, donc c'est pas non plus des énormes montants. Ce qui me fait me demander, et ça je l'ai lu nulle part dans la convention, quelle est après prise en charge également par l'agglomération qui abonde plus, mais je pense que c'est le double les montants côté agglomération, et l'ANA, c'est quoi le reste à charge pour les copropriétés concernées? On parle d'un reste à charge qui est quoi, 20% du montant des travaux, 50%? Est-ce qu'on a une idée, un ordre de grandeur? Parce que
Alors, en fait, Monsieur Thomas, vous savez, et peut-être que vous avez vous-même déjà proposé un dossier ou fait étudier un dossier sur MaPrimeRénov et l'ensemble des aides. On n'est que sur des situations individuelles Ouais, qui c'est l'enfer, dépendent des revenus, du statut des bailleurs, des propriétaires, des revenus de chacun, de la classification énergétique. Donc, c'est vraiment un travail qui est absolument très individualisé, donc je ne peux absolument pas répondre aujourd'hui, et on n'a pas de recul aujourd'hui sur le périmètre défini, voilà, on en aura au bout de 2, 3 ou 4 ans peut-être, et il sera temps, et je pense que s'il y a un comité qui surveille et qui veille à l'évolution et qui suit en fait ces aides, qui sont nouvelles pour la communauté d'agglomération et pour la ville de Fontainebleau, ça nous permettra justement d'en tirer des conséquences. Voilà. Donc, je crois que là, non, on ne peut pas répondre à cette question qui est dans... Non, mais on aurait... Pardon, ok, donc je comprends qu'on n'a pas la réponse, mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire 10%, c'est parce qu'on sait qu'il y a par exemple 20% côté agglo, X% côté ANA, et que donc il restera 40% propriétaire, mais c'est pas comme ça que ça a été calculé. Ok. Ok. Non, et juste, excusez-moi, Monsieur Thomas, il y a beaucoup de collectivités qui n'abondent pas. Je redis. Donc là, on est dans une situation où on a une communauté d'agglomération très favorable et des villes qui acceptent et souhaitent d'abonder, ce qui n'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour vraiment favoriser et stimuler finalement les demandes de dossiers. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est sur des lieux, sur des adresses précises, parce qu'on est dans des cas d'habitat précis. C'est-à-dire pour les autres personnes, on peut quand même passer par les dispositifs MaPrimeRénov classiquement. C'est pas exclusif. Et j'avais posé la question de savoir un peu quelle était l'étude qui avait amené au secteur défini. On m'a répondu que c'était confidentiel. Alors, je ne vois pas en quoi c'est confidentiel maintenant qu'on vote la délibération qui concerne la convention. Je vous dis précisément ce qui m'a été répondu. L'étude ayant permis d'identifier des secteurs en jeu constitue un document préparatoire et ne peut être communiqué. Alors, arrivé au moment du vote, ça me paraît surprenant. Elle est visée dans la note de synthèse, voire dans la délibération. Et pour moi, c'est plus un document préparatoire au stade du vote. Voilà. Donc, je ne pense pas que vous allez l'inventer ce soir, mais ce serait bien de me la faire parvenir après coup, parce que ça peut aussi être un motif d'annulation de la délibération, même si ce n'est pas mon intérêt. Mais j'aimerais quand même bien pouvoir consulter cette étude. Et je comprends, est-ce que vous pouvez me le confirmer, qu'en revanche, cette convention donne en contrepartie des mesures plus coercitives qu'ailleurs à la collectivité sur les adresses visées? Est-ce que c'est parce qu'on signe cette convention qu'on peut forcer entre guillemets des travaux, ou ça n'a pas grand-chose à voir? Alors malheureusement, si j'ai bien compris, et à moins que mes collègues me contredisent, l'effet coercitif, non, il n'y en a pas. Donc l'objectif, en fait, pour que ça fonctionne, et c'est les conclusions des professionnels du secteur, c'est l'effet incitatif qui marche, et pas parce que la coercition, après, on arrive dans des cas vraiment extrêmes où il y aurait péril, finalement, ça serait ça le prochain levier. Mais entre les deux, non. Ok, c'est pareil, si vous pouvez me le repréciser par écrit, parce que c'était pas exactement écrit comme ça dans le courrier de réponse, ça avait l'air plus... ça avait l'air de dire que la réponse que vous avez portée est plus synthétique que ça, mais si vous voulez des précisions sur la réponse apportée dans le courrier, on peut repréciser. Il y avait 4 lignes de réponse, donc si la question est plus complexe que ça, on le développe. Sur la transmission de l'étude, il y a des données personnelles dans cette étude, et donc ça n'est pas communicable. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas porter à connaissance du public parce qu'il y a des données personnelles dedans. C'est pas moi qui fixe les règles. Ça s'anonymise, ça, Julien. D'accord. Je sais pas, moi, on mentionne une étude, sinon on ne mentionne pas les études préparatoires dans ce cas. Anonymiser, en tout cas, il y a des données sur lesquelles nous ne pouvons pas communiquer, et nous respectons le cadre du RGPD, bien entendu. Il faut aussi respecter la loi sur l'ouverture des données et la transparence de la vie publique en France. C'est pas moi qui définis le cadre du RGPD, mais... Oui, mais je suis d'accord, mais tout conseil municipal doit pouvoir effectivement consulter aussi les documents. Et débattre, ce que l'on fait ce soir. Et tout citoyen même a le droit de consulter quelque chose pour être informé lors d'un vote qui ne concerne que les élus. Donc, c'est-à-dire ça va plus loin quand même. À ce moment-là, si les informations ne sont pas à votre disposition, Monsieur Thomas, pour voter, vous pouvez en prendre acte. Aujourd'hui, on a les éléments que l'on peut transmettre.
Et cette discussion, on aurait pu l'avoir il y a aussi quelques semaines, ce qui aurait permis quand même de... Mais le conseil municipal est aussi une instance dans laquelle il peut y avoir des débats, et c'est le cas, donc tout va bien. Vous pouvez porter à connaissance de tout le monde votre avis sur le fond du problème. J'en ai fait quand même. Donc sur le sujet, au-delà des questions, j'imagine que vous avez un avis, on signe, Ah bah c'est on toujours accompagne. positif, hein, mais je pose des questions de modalités techniques, mais on ne parle pas non plus d'un investissement colossal de la collectivité en tant que tel. 100 000 euros sur 5 ans, ça va aller. Hein. On est d'accord, mais C'est- néanmoins sur le principe, Mais sur le vous principe, êtes, c'est très d'accord. positif, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai soutenu dans mon programme municipal, donc je suis très content que ça vous ait inspiré aussi et que vous en ayez repris une partie. Merci. C'est vrai que vous inspirez tout alors. Bah je sais, ouais, je sais, mais bon, Très bien. c'est pas grave. Bon, donc L'important, on va c'est... avoir une belle unanimité sur cette délibération. Mais une très belle unanimité, et en revanche, on espère que la prochaine fois, on sera mis dans la boucle en avance. Et aussi, si non, une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse quand même, sinon je la poserai jeudi soir à Je l'agglomération. pense que ce sera l'agglomération. Ah, ce serait bien que la ville... Non mais, on peut pas se reporter uniquement sur l'expertise des autres, ni sur Non, celle d'Engie vous pour parler siégez aussi d'installation à thermique. l'agglomération, Monsieur Thomas. Et Vous- je vous la poserai, cette question à l'agglomération, mais elle n'est pas Absolument. passée dans la commission où je suis. Donc elle n'est pas passée à la commission à l'agglo, elle n'est pas passée dans ma commission à la ville, alors que la ville, normalement, on rebalaye l'ensemble des points du conseil municipal. Donc je dois intervenir dans les deux instances. Donc ce soir, je vais vous poser une première question. Quel est le montant de reste à charge a priori pour ceux qui bénéficieraient d'un maximum d'aide? On peut prendre des cas extrêmes. Et sur les collectivités des rades. Impossible de répondre. Mais sur le logement décent, de toute façon, on parle de copros qui sont au plus bas des seuils, probablement. Non, mais c'est impossible de répondre à cette question comme ça. Isabelle vous l'a expliqué, ça dépend aussi des revenus des particuliers qui sollicitent l'aide. On ne peut pas donner caricaturalement un montant d'accompagnement sur ce sujet. Bah, dans ce cas-là, Mais on peut pas... peut-être que l'agglomération aura une Non, autre mais réponse à dans ce apporter. cas-là, pourquoi on met 2 000 euros et pas 20 000 euros ou pas 200 euros? Mais parce qu'il y a aussi des capacités à financer de la part de la collectivité. Enfin, à un moment donné, il faut être. On fait ce que l'on peut faire en termes d'accompagnement aussi. Ouais, dans ce cas-là, Non, l'objectif est clairement énoncé, c'est que les habitants concernés puissent bénéficier d'un montage gratuit des dossiers, en plus d'avoir un reste à charge le plus soutenable possible pour les catégories de ménages modestes et très modestes, qui correspondent par exemple à un revenu fiscal de 23 541 € pour une personne seule en Île-de-France. Ce sont les chiffres que vous trouvez quand vous faites des simulations MaPrimeRénov'. C'est oui, ça. c'est les barèmes les plus... Voilà, ce sont les barèmes, évidemment. On rentre quand même dans un cadre. L'ANA ne verse pas ces aides de façon complètement aléatoire d'une communauté d'agglomération à l'autre. Et simplement pour répondre à votre premier point aussi tout à l'heure, Monsieur Thomas, sur les délais, c'est un travail qui avance un peu comme un grand râteau sur le PLUI, le PLH, ces opérations-là avec différents cabinets, avec des synergies, et donc il y a aussi des délais contraints pour que les textes soient votés les uns au bon moment, les uns par rapport aux autres. Donc on a avancé aussi dans les travaux de l'agglomération assez récemment sur ce volet-là spécifique qui ne concerne que 4 des communes du pays de Fontainebleau. Et comme ça a été dit, toutes les communes n'abondent pas au dispositif. Donc voilà, il proposait ce soir que la commune de Fontainebleau abonde. Et question sur le périmètre, en fait, là, ce qui a été identifié dans les annexes, c'est une liste d'adresses qui correspondent plutôt à du logement collectif, j'imagine, en moyenne. Non? Non, il y a un petit peu de tout, mais nous, il y a quand même eu un choix qui a été fait de privilégier soit les petites copropriétés, soit les bailleurs individuels, mais pas les gros bailleurs. C'est plutôt ça peut être des petits immeubles, mais en copropriété, ou bien alors, mais pas de bailleurs collectifs. C'est pas un dispositif, c'est un dispositif pour les propriétaires individuels, puisqu'on sait que c'est un gros sujet, surtout pour les revenus les plus modestes, d'entamer des travaux de rénovation et notamment de rénovation énergétique. Et comment ça se passe si, mettons que je suis dans une petite copropriété, certes, mais donc j'ai un logement vétuste, indigne, quelle que soit la terminologie, en tout cas qui serait éligible à bénéficier de ce type d'aide, mais que la copropriété dans laquelle je suis, elle est elle-même dans un état vétuste, indigne, le même terme. Si moi je fais des travaux et que la copropriété en fait pas, bah, globalement, le jour où il y a une fuite d'eau dans la cage d'escalier, ça finira par tomber dans mon logement d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, je ne vais pas faire de travaux. Enfin, c'est pour ça que je posais la question aussi du volet la copropriété en tant que telle, fût-elle petite et composée de pas beaucoup de monde, parce que individuellement, vous n'allez pas refaire un logement nickel dans une copropriété qui tombe en ruine. Tout à fait. Et l'objectif, en fait, c'est justement, et ça, c'est ce que permet le soutien
humain que va fournir l'agglomération, que va porter la communauté d'agglomération, c'est d'arriver à un travail de conviction pour expliquer, pour faire des travaux et pour financer des travaux sur l'ensemble d'une petite copropriété et pas seulement sur un logement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, un seul, ça sert à rien. Ça, c'est justement un travail de pédagogie. On est quand même dans un travail très fin sur des lieux qui sont, sur des propriétés qui sont petites, des logements qui sont en général assez petits et pour lesquels il faut arriver à mobiliser un par un des personnes qui souvent au départ sont réfractaires et d'autant plus dans les copropriétés. C'est la difficulté des copropriétés pauvres, c'est ce qu'on appelle, ce qui est un vrai grave sujet dans le mal logement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Monsieur Thomas. Oui, juste pour finir là-dessus, puis en même temps je donne une idée, comme ça peut-être que dans 5 ans elle sera, enfin non, dans 5 ans ce sera moi, mais dans 2 ans elle sera peut-être mise en œuvre. Est-ce qu'il a été envisagé de réfléchir à, par exemple, justement, à faire une incitation supplémentaire, ou en tout cas un taux différencié, si plusieurs copropriétaires d'une adresse identifiée comme dégradée co-signer en même temps pour faire des travaux, ce qui aurait une incitation pour tout le monde à ce que la copropriété, au même moment, fasse les travaux de rénovation? Alors clairement, je ne crois pas, puisque ces demandes sont totalement individuelles, comme je vous l'ai expliqué, et Oui, basées sur les revenus personnels. Donc c'est plutôt un travail pédagogique qui doit avoir lieu pour qu'on comprenne que c'est plus judicieux d'isoler, de faire des travaux à plusieurs et que ce soit réparti. Mais à ce stade, non, il n'y a pas d'incitation collective. Eh bien, réfléchissez à l'idée pour l'année prochaine, parce que je pense que c'est toujours une bonne manière de convaincre son voisin que de dire on va tous y gagner. Nous en parlerons à l'ANA et à la communauté d'agglomération. Non, d'abord à la communauté d'agglomération, mais d'abord en interne. On va faire un bilan, il va falloir faire de toutes les façons, voir le dispositif se déployer sur quelques années et tirer les bilans, et peut-être il y aura des adaptations à faire, c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce point? Eh bien, on va passer au vote. D'abord sur le principe de la délibération, et après on désignera un représentant du conseil municipal. Alors d'abord sur la délibération, sur l'accord sur la convention. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci. Et je vous demande votre autorisation pour voter à main levée afin de désigner un représentant du conseil municipal. Et pour le conseil municipal, la représentante sera Isabelle Bolger. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Monsieur Thomas? Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais que du coup Madame Bolger s'engage à ce que le conseil municipal de nouveau aborde ce sujet soit en commission, soit en conseil municipal, et pas qu'on ne le revoie plus passer jusqu'à l'expiration de la convention. On portera le sujet au niveau du comité de pilotage. Donc on va voter, on va désigner Isabelle Bolger. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Délibération suivante, je passe la parole à Gwenaëlle Claire pour les subventions aux écoles primaires publiques. Oui, bonsoir, merci. Alors, attribution pour les parcours culturels, c'est quelque chose qu'on vous soumet au vote tous les ans, même 2 fois par an, puisqu'il s'agit là de voter le solde en cette fin d'année, parcours culturel, pour rappel, qui sert à financer des actions et des projets en complément de ce qui est proposé dans le programme scolaire. On le verse traditionnellement en 2 fois, un premier solde en début d'année, un premier acompte en début d'année et un solde en fin d'année. Donc vous avez les montants détaillés sur la délibération et on vous propose donc d'approuver cette délibération. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On va passer au vote. Des contre? Des abstentions? Merci toujours Gwenaëlle Claire pour le règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires, sportives et jeunesse municipale. Oui, là encore, le dernier avait été voté en juillet 2023, donc on vous propose d'abroger le dernier règlement intérieur pour ces activités et d'en approuver un nouveau en précisant certains changements au sein de ce règlement, notamment concernant les documents à fournir, des changements concernant les horaires, des ajustements sur certains créneaux de l'école multisport. Enfin voilà, c'est détaillé. Il y a une dizaine de points de changement sur ce nouveau règlement.
Merci. Des questions sur ce point? Pas de questions. On passe au vote. Des contre? Abstention? Merci. Colonel Leclerc, toujours pour la convention entre la ville et l'Université Paris-Créteil. Alors, effectivement, encore une convention ce soir qui concerne là notre partenariat avec donc l'Université Paris-Créteil. Vous savez que notre ville, qui est maintenant Ville Campus, puisqu'elle compte 11 filières d'enseignement supérieur, fait de Fontainebleau le deuxième site UPEC après Créteil. Et donc évidemment, pour encourager le rayonnement à la fois de ces filières-là et puis plus largement de l'UPEC au sein de la ville, des entreprises et tout simplement des habitants, on vous propose de signer avec eux une convention cadre de partenariat, plusieurs axes de partenariat, 5 exactement. Donc participer aux dynamiques culturelles, sportives, internationales, évidemment, et éducatives à Fontainebleau, faire de l'UPEC un lieu d'initiative à destination du territoire communal. Un troisième axe qui consiste à promouvoir la connaissance et l'expertise universitaire au service de notre territoire. De permettre l'intégration des étudiants au sein de la ville qui les accueille et leur épanouissement évidemment, et enfin de coopérer dans le cadre de transitions environnementales et urbaines. Donc cette convention qu'on vous propose d'approuver ce soir, elle repose sur des engagements réciproques. L'UPEC s'engage tout d'abord à soutenir des projets qui permettraient l'accès des étudiants de Fontainebleau au service de la vie étudiante qui est bien sûr attendue par ces étudiants, de mener des actions en concertation avec la ville, de diffuser, de promouvoir cette convention auprès de toutes les composantes présentes localement, et la ville, de son côté, s'engage pour la durée de cette convention, qui est donc une durée de 5 ans, à faciliter les mises à disposition de locaux pour des besoins qui correspondent effectivement à différents axes et qui sont fréquents de leur côté, pour soutenir l'UPEC et les étudiants le cadre d'action concerté, et enfin de faciliter le déroulement et la portée de la convention citoyenne étudiante, des éditions qui ont lieu tous les ans en début d'année scolaire. Voilà. Donc on vous propose d'approuver cette convention, et si vous le permettez, je voudrais souligner et saluer le travail et l'engagement de Sophie Kieff pour l'ensemble de ses actions et les liens qu'elle a tissés avec l'ensemble de ses partenaires. Merci. Merci pour cette présentation et effectivement de saluer le travail de Sophie Kieff qui va s'orienter différemment professionnellement et qui a accompagné depuis l'origine, aux côtés de Frédéric, ce projet de développement de cette antenne universitaire à Fontainebleau. Aujourd'hui, on peut se réjouir de l'installation de l'UPEC et de la section de l'IEP qui, au niveau de Parcoursup, a sans cesse davantage de candidats pour venir apprendre ici à Fontainebleau. Donc le premier étage de la fusée est solidement ancré à Fontainebleau, reste maintenant à travailler sur les autres étages, puisque ce projet doit aussi voir prochainement le développement de formations, ce qui concerne le paramédical et notamment les kinés. Et c'est un travail qui est mené actuellement avec l'UPEC, avec l'État, sous surveillance haute et étroite du ministère de la Santé. Évidemment, Frédéric a eu l'occasion de rappeler les objectifs à l'ensemble des partenaires pour essayer d'avoir dans les prochains mois, on va dire, concrétisation de la stratégie qui a été posée il y a quelques années de cela, et en face aussi des stratégies immobilières, puisqu'il faut maintenant s'attaquer à la suite du projet, une rénovation ou une construction pour l'extension de ces enseignements au niveau de DAMEM. En tout cas, un projet sur lequel Fontainebleau a investi et investira encore dans les prochaines années. Je ne sais pas si tu veux ajouter sur... Juste un tout petit mot pour dire que cette convention... elle résume beaucoup de choses qui ont déjà été initiées, mais elle donne un cadre aussi à de futurs développements, donc elle est très positive. Tu as rappelé qu'effectivement, il y a d'autres échéances. Tu as cité les kinés qui ont déjà commencé leur formation. Le prochain objectif, ça reste les orthophonistes, et de créer une école d'orthophonie ici à Fontainebleau. Il faut savoir juste une chose, que kiné comme orthophonie d'ailleurs, sont des métiers qui sont amenés dans les années qui viennent à pouvoir avoir directement, que les patients puissent avoir directement un accès à ces métiers-là. Donc c'est des professions qui
vont retrouver dans les mois et années qui viennent un regain d'intérêt auprès des jeunes, puisqu'il y a un accès direct qui rend plus attractif ces métiers-là. Donc on peut penser que ces filières-là, elles sont amenées à se développer beaucoup, et tant mieux si à Fontainebleau elles existent. En kiné, Fontainebleau est la seule ville avec Meaux, dans l'est du Grand Paris, à accueillir une formation de ce type. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention et sur la démarche en général? Monsieur Raymond. Merci, monsieur le maire. Oui, écoutez, moi je vais voter avec plaisir cette convention. Je me félicite quand les choses sont dites et écrites en amont. C'est toujours mieux. Ça évite de se retrouver face à des situations comme celle qu'on connaît avec l'INSEAD, avec quelques faits qui troublent la sérénité des habitants et des mesures que vous avez dû prendre, comme celle d'interdire certaines manifestations privées, qui étaient indispensables. Mais je pense que quand les choses sont écrites en amont, c'est toujours mieux. J'ai toujours un regret par rapport à cette situation de ville étudiante, qui est que la ville avance seule et que la communauté d'agglomération, qui a pourtant la compétence, il me semble que M. Roussel, premier adjoint, a dans ses délégations l'enseignement supérieur, ou quelque chose d'approchant, non? Je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça relève de la compétence de l'agglomération, et je regrette, ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous, monsieur le maire, mais je regrette qu'on n'ait pas un partenariat plus soutenu avec l'agglomération. Et je rappelle à cette occasion que l'agglomération, ce n'est pas une entité indépendante qui ne nous suit pas. L'agglomération, c'est nous, et c'est sans doute à nous de peser plus fort sur l'agglomération pour qu'elle joue son rôle dans ce développement de villes, ou plutôt de territoires universitaires. Merci. Merci, monsieur Raymond. Petite précision, l'agglo fait bien partie du tour de table de l'ensemble des comités techniques ou comités de pilotage. Donc on a bien, et en l'occurrence c'est Pascal Goury qui vient siéger à nos côtés sur ce pilotage de la stratégie universitaire. Il a fallu l'enclencher, ce projet, il a fallu l'allumer, il a fallu lui donner corps et le pousser fortement pour qu'il se réalise. C'était des opportunités que la ville a su saisir sous l'impulsion de Frédéric. Et évidemment, dans les prochaines échéances, il faudra en faire, comme vous l'avez très justement dit, un projet de territoire, parce qu'il s'agit bien là d'un projet de territoire pour venir permettre à tous les jeunes de cette agglomération de venir étudier en proximité. Donc effectivement, l'agglo prendra totalement sa part. Et d'ailleurs, ils sont aussi potentiellement engagés dans le CPER. Donc chacun y va en fonction de ses capacités et de son calendrier. La ville a préparé la fusée, prêt à le décoller, et après, les acteurs seront bien entendu toujours autour de table. Vous avez cité le sujet des fêtes estudiantines, en tout cas des fêtes INSEAD. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, si vous me le permettez, pour rappeler deux choses. La première, c'est que ça reste une chance pour Fontainebleau d'avoir l'INSEAD sur son territoire, et que cette école de management apporte quand même une visibilité, une notoriété, et aussi fait fonctionner économiquement notre ville, aussi bien sûr sur les locations immobilières. La difficulté aujourd'hui, c'est de gérer, on va dire, les excès de ce qui pouvait s'apparenter comme des fêtes improvisées, mais qui ne le sont pas du tout finalement, et c'est là où on rentre dans la nécessité d'encadrer. Ce sont des fêtes organisées, structurées, payantes, pilotées par un BDE, et donc là, on doit se conformer à des règles et des autorisations, puisqu'on dépasse le simple petit anniversaire entre amis, ou la simple petite fête de fin de semaine. Et la répétition des nuisances pour le voisinage nous a effectivement incité, en tout cas m'a incité à signer cet arrêté sur 4 maisons pour le moment. On fait l'analyse sur d'autres maisons qui ont largement mobilisé les forces de police, qu'elles soient nationales ou municipales, et qui ont bien d'autres choses à faire que de venir dire que la musique est trop forte. Donc effectivement, il faut passer à un stade sans doute supérieur dans la pédagogie et l'explication de ce qui est acceptable ou pas dans une ville comme Fontainebleau, mais permettez-moi de boucler, c'est une chance quand même d'avoir l'INSEAD à Fontainebleau. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions sur ce sujet? Monsieur Thomas. Oui, je vous rejoins sur le fait que c'est une chance, et je vous rejoins aussi que c'est pas parce que tout le monde est content d'être ici que les riverains doivent être moins paisibles dans la rue, ni même que les étudiants ne doivent pas faire la fête. Simplement, il y a des règles de savoir-vivre en collectivité, et il faut que tout le monde les applique. En écoutant M. Raymond parler de cette délibération, du coup, je me suis demandé s'il y avait un truc sur le bien vivre ensemble. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas marqué. Alors, les étudiants de l'UPEC, ce n'est pas ceux qui aujourd'hui posent problème. Mais, merci, M. Thomas. Mais comme les choses vont mieux en le disant,
peut-être que pour une future, parce que je pense que vous ne voulez pas l'amender ce soir, ce serait intéressant de rajouter une petite phrase disant que tout le monde est très content de favoriser le bien vivre ensemble et la bonne cohabitation entre les riverains et les étudiants, quel que soit leur lieu où ils habitent, où ils font la fête, quoi. Oui, en effet, il s'agit d'une convention avec l'UPEC, mais on a, depuis l'installation de l'UPEC, un développement de l'activité associative au niveau des étudiants de l'IEP qui permet d'avoir des interlocuteurs et de discuter, ce qui n'est pas, en l'occurrence, la même situation pour l'INSEAD. On a un petit peu du mal à discuter avec des représentants des étudiants, et les étudiants de l'IEP, ce n'est pas ça du tout. À chaque rentrée universitaire, on se rend compte qu'ils sont engagés, ils sont présents, on sait à qui on a affaire, on sait à qui on peut parler, on peut les réunir, ils viennent aux réunions d'information. Donc je dirais que le dialogue est déjà installé, notamment grâce au travail réalisé par Sophie Kieff. Donc on a des interlocuteurs en face de nous, ce qui n'est pas forcément le cas pour les étudiants de l'INSEAD. Donc je dirais que ce n'est pas exactement la même situation. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre cette convention cadre? Pas de contre. Abstention? Eh bien, je vous remercie. Je donne la parole à José Tenda, qui va nous parler du don effectué par le Rotary Club de Fontainebleau. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Comme d'habitude, dans la continuité de nos actions en faveur des jeunes, des enfants, du territoire en situation de handicap, la Maison Sport Santé de Fontainebleau souhaite ouvrir une nouvelle section multisport parasport à la rentrée de septembre 2024. La création de cette nouvelle section aura pour objectif de permettre aux enfants, aux jeunes, une pratique d'activité physique régulière pour lutter contre la sédentarité et permettre un épanouissement par le sport. Sensibiliser les parents, les enfants, sur l'importance d'une pratique d'activité physique. Permettre aux aidants et accompagnants de prendre un temps pour soi. Pour cette nouvelle section multisport parasport, l'association Rotary Club de Fontainebleau souhaite faire un don à la ville de 5 000 €. Cette somme permettra à l'achat de matériel adapté pour l'ouverture de cette section. Il vous est demandé, chers collègues, d'accepter les dons pécuniaires à hauteur de 5 000 € au profit de la ville de Fontainebleau émanant de l'association Rotary Club de Fontainebleau. Précisez que les dons pécuniaires permettra l'achat de matériel adapté pour la section multisport parasport. Précisez que cette somme sera imputée sur le compte 10 251. Je voudrais profiter de cette occasion pour la majorité comme la minorité, qu'on puisse remercier sincèrement l'association Rotary Club de Fontainebleau de ce don qu'il nous a fait. Merci. Merci José pour cette présentation. Effectivement, un grand merci au Rotary Club pour cette initiative qui nous permettra, comme l'a rappelé José Tenda, d'investir pour le sport pour tous. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Pas de demande, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci pour votre soutien et un grand merci au Rotary. Judith Reynaud va nous parler de la convention entre la ville de Bourron-Marlotte et la médiathèque de Fontainebleau. La ville de Fontainebleau. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Oui, donc la ville de Bourron-Marlotte nous a sollicité pour le prêt de plusieurs documents issus de notre fonds ancien de la médiathèque pour une exposition temporaire qu'ils organisent dans leur salle Jean Renoir, qui est à côté de la mairie. Une expo qui aura lieu du 21 septembre au 13 octobre. Et c'est une expo qui est consacrée au peintre Charles Moreau-Vautier, qui est en fait peintre et écrivain, a écrit des livres sur l'art et la peinture. Il est né à Paris, il est mort à Fontainebleau en 1924. Et en fait, il s'est installé en 1906 à Bourron-Marlotte. Et il a créé la Société des Amis de la Forêt et il a enseigné le dessin à Coméras. Voilà pour un petit moment de culture. Donc la liste des ouvrages, en fait c'est les ouvrages là qu'on prête, sont listés dans la note de présentation et le projet de délibération avec des valeurs qui ne sont pas très élevées, allant de 150 à 750 €. Donc la ville prête bien sûr à titre gracieux ces documents. C'est la ville de Bourron-Marlotte qui prend en charge l'organisation de l'exposition, qui comprend la communication, le transport aller et retour des œuvres, la surveillance de ces œuvres et bien sûr aussi l'assurance de ces œuvres. Donc il vous est demandé d'approuver la convention de prêt entre les deux villes. Voilà. Merci Judith. Des questions sur cette convention?
Pas de questions, on passe au vote. Des contre, des abstentions. Merci. Toujours Judith Reynaud pour nous parler de la saison culturelle 2024-2025. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons donc travaillé avec Mathilde Martineau sur la prochaine saison de théâtre à Fontainebleau. Donc, il y aura 28 représentations l'année prochaine, ainsi que des médiations culturelles et aussi, bien sûr, des actions en destination des scolaires. Au niveau de la programmation artistique, il y a 14 pièces de théâtre classique et contemporain. Pour citer classique, de toute façon, en annexe, vous avez la liste des spectacles, mais je vais citer La Mouette de Tchekhov et en contemporain, Les Poupées persanes, qui a obtenu 2 Molières en 2023. Donc voilà, on a aussi une association avec le théâtre, enfin une collaboration avec le théâtre de Sénart de Lieu-Saint. Au niveau des propositions musicales, il y en a 6, plus jazz au théâtre. Donc au niveau des propositions musicales, on a cette année, je ne sais pas si vous étiez là, au Sam Sam Festival, qui est en fait, il y a des festivals partout dans le pays de Fontainebleau. Et en fait, il y a eu une soirée qui a eu lieu au théâtre, qui a été largement publicité par le public, et on a décidé de les réaccueillir l'année prochaine. On aura aussi Louis Chédid, qu'on ne présente pas. Voilà, et aussi Amy, qui est une chanteuse américaine qui habite à Samoa et qu'on a eu l'occasion de découvrir ces derniers moments. Au niveau des spectacles d'humour, il y en aura 2, dont Alexis Le Rossignol. J'ai oublié de citer aussi Isabelle Nanty, qui est seule en scène dans les pièces. On va avoir un cabaret au jour de l'an, comme chaque année. C'est une formule qui fonctionne bien. On fait toujours complet le 31 décembre, donc on ne change pas une formule qui gagne. Et aussi, comme vous le savez, j'en avais parlé l'année dernière, le festival Alors on danse, qu'on fait depuis le début du mandat, qui permet de mettre en lumière la danse contemporaine sur quelques jours en mai. Donc l'idée, c'est d'avoir une programmation éclectique, pluridisciplinaire, et aussi de soutenir la création artistique locale. Au niveau des médiations, on a prévu aussi des médiations avec les scolaires. Au niveau des actions culturelles, quelque chose qui a bien fonctionné cette année qu'on reprend, c'est des répétitions qui sont ouvertes au public et aux scolaires pour les artistes qui sont en résidence, qu'on accueille en résidence. On a aussi l'école du spectateur, parce que l'idée, c'était de faire venir les enfants, les élèves aux représentations de théâtre. Donc l'idée, c'est d'aller présenter en classe ce qu'on fait au théâtre pour ensuite les faire venir. Et enfin, sur le temps de la danse, d'avoir une création d'une pièce chorégraphique amateur dans le cadre du festival Alors on danse. Voilà, donc tout ça, c'est... Vous avez donc en annexe la liste en fait des spectacles, et donc il vous est demandé d'adopter cette programmation de cette saison culturelle artistique 2024-2025, qui sera donc de octobre 24 à mi-mai 2025. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le mois de juin est très très chargé pour le théâtre, puisqu'il y a plein d'écoles qui demandent et d'associations qui demandent à faire leur spectacle au théâtre en juin. Et donc en fait, la charge de travail est telle qu'on a décidé de ne pas faire de spectacle en juin et d'arrêter la saison à mi-mai pour pouvoir accueillir les associations Belly-Fontaine et du pays de Fontainebleau. Donc c'est pour ça que ça s'arrêtera en mai 2025. Voilà, donc d'adopter aussi donc le programme des actions culturelles et d'éducation artistique et culturelle qui se rattachent à cette programmation, d'approuver l'accueil de compagnies professionnelles en résidence de création artistique, donc qui sont plutôt sur le premier trimestre, septembre, octobre et décembre, et aussi en avril, pardon. Et ces résidences seront accompagnées, comme je l'ai dit, de médiation culturelle. Aussi, les recettes de billetterie correspondantes seront enregistrées au budget annexe du théâtre. Alors, je lis tout pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Précise que les chèques vacances seront acceptés pour le paiement de la carte du théâtre. De reconduire l'adhésion du théâtre municipal au dispositif Pass Culture.
et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats afférents à la saison théâtrale, musicale et chorégraphique et leurs éventuels avenants. Préciser aussi que les coûts des spectacles et des actions culturelles seront prévus au budget du théâtre 2024 et inscrites au budget du théâtre 2025. Voilà. Tout est dit. Parfait. Merci beaucoup Judith pour cette présentation. Une nouvelle fois, une saison culturelle éclectique à Fontainebleau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette programmation? Pas de questions, donc un enthousiasme certain. On va tous voter, tous en cœur. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien écoutez, merci pour ce soutien et encore une fois, merci à celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette saison. C'est jamais évident de proposer un contenu culturel et à la rencontre du public, donc bravo pour tout le travail qui a été fait. Dernière délibération ce soir, José va nous parler de la mise à disposition du complexe de la Halle de Villars pour le parking, pardon, pas le complexe, le parking pour le passage de la flamme olympique. José. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense que tout le monde ici rêve de cette journée festive le 20 juillet. Il y a beaucoup de collègues qui ont décalé leurs vacances parce que ce jour-là, ce sera une journée sportive, festive, et ça sera pour tout le monde, pour les parents, pour les petits-enfants, une journée qu'il ne faut pas manquer. C'est pourquoi la mairie, la ville de Fontainebleau, souhaite organiser des animations le long du parcours qui reliera le Centre national de sport et de la défense au stade Philippe Mahut en passant par les quartiers du Bréau, afin de pouvoir organiser au mieux différentes animations de sport urbain sur ces quartiers. La SCI Halle de Villars a été sollicitée en fait de mettre à disposition de la ville une portion du parking du complexe de loisirs Halle de Villars. Il y aura des animations dans ces petites portions de parking au niveau de Halle de Villars. Il y aura des animations qui seront installées sur cette parcelle. Il y aura des pistes maxi skate mobile, une piste d'initiation de BMX race. Il est proposé au Conseil d'approuver la convention jointe de mise à disposition d'une portion de parking du complexe de loisirs Halle de Villars avec la société SCI Halle de Villars pour l'organisation d'ateliers de sport humain dans le cadre du passage de la flamme olympique. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tous les documents y afférents. Merci. Merci José. Effectivement, 20 juillet avec des animations tout le long du parcours. C'est détaillé à l'écran et José en a parlé. On veut que ce soit un rendez-vous populaire, festif et que les jeunes qui seront encore à Fontainebleau et pas forcément partis en vacances puissent profiter pleinement de ce passage de la flamme. Il s'en suivra après au stade Philippe Mahut une journée sportive aussi organisée avec les partenaires et également la CAPF avec démonstration de sport et une course, une color run. Tout le monde est attendu pour pouvoir faire cette petite course sympathique au niveau du stade Philippe Mahut. Voilà, un événement le 20 juillet à Fontainebleau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions, c'est assez simple. Est-ce qu'il y a des contre? Moi, je me déporte, juste. Parce que tant que SCI Halle de Villars... aussi Bah non, Laurent, il n'est plus gérant. On est bon. Merci de cette précision, chère Judith. Eh bien, est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci. Nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Pas de questions orales ce soir. On se retrouve après la pause estivale le 23 septembre prochain, à 19h30 cette fois-ci. Et merci d'avoir toléré cet écart d'horaire ce soir pour de multiples raisons. Mais ce sera bien 19h30 le 23 septembre. Merci et bel été à tous.